Merci à vous tous pour votre présence ce matin à notre nouveau webinaire mensuel. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Carla, qui nous écoute toujours depuis la Guyane, malgré le décalage horaire. Donc, elle nous rejoint. C'est un programme chargé qui nous attend dans une actualité riche d'événements, encore dernièrement avec le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Asporta s'efforce maintenant tous les premiers jeudis de chaque mois de vous proposer un programme et des intervenants qui font l'actualité. Merci aussi à toute l'équipe d'Asporta pour cette organisation et cette mobilisation. Je transmets maintenant le relais et le flambeau à Albin Mathias, un de nos référents d'Asporta Île-de-France, qui va se charger, lui, de veiller au bon déroulé de notre webinaire du mois de décembre. Voilà, c'est à toi Albin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce second webinaire Asporta, dont le programme va se dérouler aujourd'hui en 4 étapes. Dans un premier temps, une intervention sur le label Terre de Jeux 2024. Dans un second temps, une intervention de nos 3 partenaires sur un sujet qui est particulièrement d'actualité, les outils numériques comme armes anti-Covid, animé par Xavier Courcambec. Nous proposerons ensuite une intervention sur le plan de relance qui se déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, avec l'intervention du ministère de l'Économie et des Finances, animée par Marianne Petiot, et dans un second temps, avec l'intervention de la présidente du CIDEL, animée par Patrick Duny. Et pour terminer, la rubrique « Que sait-il et que va-t-il se passer dans les prochains jours ?» Notre rubrique questions-réponses avec l'intervention du ministère des Sports et animée par Jean-Luc Mercadier et Patrick Duny. Donc, je vous demande également, avant de commencer ce webinaire, de bien vouloir couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Et je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes vos questions par mail à l'adresse asporta.agglomération@orange.fr et que nous vous apporterons une réponse écrite dans les jours à venir. Nous souhaitons éviter autant que possible les questions dans le chat qui sont plus compliquées à compiler et à suivre pendant le webinaire. Je vous propose maintenant de passer au second point de notre programme qui concerne les outils numériques. Et je passe donc le relais à Xavier Courcambec. Xavier, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à tous nos partenaires présents. Tout d'abord, on va avoir 3 partenaires qui vont se présenter et nous proposer des solutions aujourd'hui. Tout d'abord, la société S. Monsieur Emmanuel Vincent, vous êtes président de Aid System. En tant qu'acteur historique du secteur dans les solutions de logiciels d'encaissement et de gestion des établissements de remise en forme et des centres aquatiques, vous avez vu vos utilisateurs subir le premier confinement. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, comment avez-vous fait évoluer vos solutions informatiques pour les accompagner et les aider à franchir ce cap? Quelles sont les prochaines innovations que votre entreprise va proposer? Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Emmanuel Vincent. Je vais donc partager. C'est moi qui dois partager mon écran, Xavier? Oui. D'accord. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, c'est parti. Donc, effectivement, nous avons conçu, donc nous avons effectivement une société qui œuvre dans le contrôle d'accès et dans des solutions de gestion pour les centres de remise en forme des piscines et des centres de loisirs, tout simplement, qui va couvrir plusieurs activités. Ça peut être des gymnases et plein de choses comme ça. Et on a vécu effectivement 2 confinements avec assez dur, puisqu'on est directement impactés tous. On a conçu un certain nombre de produits et on a présenté d'ailleurs auprès du ministère et des sports et d'autres entités, on a présenté un certain nombre de produits pour essayer de donner de la visibilité à nos ministères et de leur dire on est prêt, on est capable de gérer les contacts avec les gens et on est capable d'accueillir du personnel et des usagers en assurant une certaine sécurité et une traçabilité. Donc, on est capable d'identifier qui et quand et pourquoi sont venus les gens et combien de temps ils sont restés, avec qui ils ont pu être en contact, etc. Ces solutions, elles sont présentes depuis 25 ans.
On a un savoir-faire dans le domaine vis-à-vis de… On a démarré avec tout ce qui était remise en forme il y a de nombreuses années. Puis on est venu à la piscine il y a une dizaine d'années. C'est par le biais de sociétés comme Val Thorens, Les Ménuires, ça peut être aussi Récréa, avec qui on est partenaire depuis longtemps. On est venu un petit peu à cette piscine. Et dernièrement, on a vécu une forte accélération dans ce domaine, puisque ça fait 2 ans, on a fait une fusion avec un de nos concurrents pour être plus fort et pour apporter de meilleures solutions et aussi pour avoir une plus grande visibilité du marché. On a fait des fusions avec notre concurrent sur les produits. C'est une solution de gestion modulaire, je le disais, donc ce n'est pas seulement un contrôle d'accès, c'est bien au-delà. On va avoir évidemment le basique, le traditionnel, c'est-à-dire les solutions d'encaissement, la solution de contrôle d'accès, ça c'est l'inévitable. Ce qu'on a associé, nous, c'est des outils de communication, de marketing, de planification, des solutions connectées qui vont jusqu'à l'usager, qui donnent de l'information jusque dans la poche de l'usager via son smartphone pour avoir de la visibilité. Et on a ajouté aussi, comme on est fabricant, en fait, on est nous-mêmes fabricants du logiciel, donc de toute la partie logiciel, soft, mais aussi de la partie hard. Une énorme quantité de produits sont développés par nos services. On a pu créer de nouveaux outils et de nouveaux matériels qui permettent d'aller plus loin dans cette lutte contre la pandémie et qui permettent de mettre en place certaines procédures dans les établissements qui vont permettre réellement d'avoir une vraie traçabilité et un vrai suivi. Alors, on démarre évidemment, comme je vous l'ai dit, par les encaissements. On a évidemment tout ce qui est encaissement dématérialisé. On va pouvoir utiliser le smartphone avec le terminal, le TPE. On va pouvoir aussi utiliser directement son téléphone pour faire des achats via des plateformes de vente en ligne. Alors, je précise que tout ce que je vous présente, ce sont déjà des solutions qui sont en place dans les établissements. Ça peut être dans des établissements effectivement de remise en forme. C'est aussi présent dans pas mal de piscines. En gros, on a un peu plus de 400, presque 500 établissements qui sont équipés avec notre système. Et c'est présent dans un bon nombre de ces établissements. Ils utilisent déjà ces solutions. On les a déjà mis en place lors du premier confinement, enfin à la sortie du premier confinement, on va dire. Et donc, on est vraiment aguerri sur ces solutions et on sait vraiment les faire fonctionner. On sait former les gens sur ces solutions et les accompagner aussi sur ces solutions. Donc voilà, on a donc évidemment, je vous le disais, les encaissements, qui est la partie visible de l'iceberg, mais surtout, on a aussi de la planification. Cette planification, elle va être rattachée au contrôle d'accès. Si la personne n'a pas réservé un créneau, si elle n'est pas identifiée, elle ne peut pas venir dans l'établissement. L'accès à l'établissement lui sera interdit. Donc ça veut dire que les personnes vont pouvoir s'authentifier via des plateformes Internet. Elles vont pouvoir directement télécharger une application et réserver via cette application et elles vont pouvoir utiliser ces outils pour pouvoir s'identifier, s'authentifier et venir dans l'établissement en toute sécurité puisqu'on aura un contrôle des flux, on aura un contrôle des quantités de personnes qui circulent dans l'établissement et on saura exactement gérer ces limites qui nous sont imposées par les règles gouvernementales ou ministérielles. On a aussi, donc je le disais, l'application mobile qui est très présente, vous l'aurez compris, puisqu'en fait c'est son propre téléphone, on n'a pas de contact avec les personnes, on ne touche pas à du matériel ou très peu, et on se retrouve en fait avec des capacités d'accès qui vont aller de la carte RFID, le plus commun, hein, le bracelet, la carte, le plus commun, mais on va déborder sur de la technologie beaucoup plus présente aujourd'hui par le biais de QR code, par le biais de Bluetooth via son téléphone. Ce sont des solutions très innovantes qu'on n'avait pas vues jusque-là et qu'en fait, on a développé ces 2 dernières années et qui aujourd'hui, en pignon sur rue, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement et c'est quelque chose qui se met en place assez rapidement dans les établissements qui n'étaient pas équipés. On est fournisseur donc, des lecteurs, du matériel, hein, donc informatique et électronique, ce qui nous permet en fait d'agréger un certain nombre de nouvelles technologies qui étaient assez peu présentes à l'époque. On sait tous qu'il y a effectivement le fameux ticket code barre papier, bon, qui n'est pas très écologique, mais c'est comme ça. On a aussi les bracelets RFID, on a les cartes RFID, donc ça c'est du courant, hein, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis plus de 25 ans, comme je vous le disais.
Mais là où on s'oriente, nous, de plus en plus, c'est sur la dématérialisation. Emmanuel, on se rapproche de la fin de l'intervention. Est-ce que tu peux nous présenter les nouveaux dispositifs que vous avez mis en place, là, les derniers, la FMI, la gestion de la FMI dans les zones, la gestion des douches connectées? Bien sûr, bien sûr. Tout ce process va permettre de nous emmener, donc vous le voyez, des outils de push notification qui vont permettre de gérer un certain nombre de choses. Alors, je vais avancer des extractions qui permettent de se situer, des bracelets, évidemment des reconnaissances faciales avec des contrôles de température. Donc, on va avoir tous ces outils et, comme le disait Xavier, la fameuse FMI qui va permettre en fait d'identifier les zones dans lesquelles vont se situer les personnes. Ça va permettre de gérer et de canaliser les échanges vis-à-vis du personnel et des usagers qui vont être dans l'établissement. On a, comme l'a dit Xavier, évidemment, la sécurité des affaires avec des casiers connectés. On a pas mal de partenariats avec des fabricants de casiers et ils sauront se reconnaître. Hein, on travaille très souvent dans l'année avec eux. Et on a innové avec un nouveau produit qui sont en fait des douches connectées qui en fait contraignent les baigneurs à prendre la douche pour pouvoir accéder au bassin. Douche savonnée, je le précise, hein, il y a un distributeur de savon qui automatiquement distribue du savon aux baigneurs et on a des capteurs qui permettent d'identifier que le baigneur reste bien sous la douche. Voilà, on est au bout de ma présentation. Donc effectivement, on a un certain nombre de nouveaux produits qu'on a assez innovants qu'on a mis en place. Tous ces produits, tout ce que je vous ai montré, c'est des choses qui sont déjà dans des établissements et c'est des choses qui sont déjà en fonctionnement, qui sont éprouvées et qui fonctionnent. Voilà. Merci à tous. Merci Emmanuel. Je vais présenter maintenant la société SCMS Europe. Monsieur Guillaume Fanny, vous faites partie des dirigeants de cette société. À la base, vous êtes un organisme de contrôle et de formation et de conseil spécialisé dans les équipements sportifs et de loisirs. Pendant la crise sanitaire, vous avez continué à développer vos logiciels d'aide à la gestion des équipements sportifs. En quoi et comment ces outils permettent une réduction du risque sanitaire? Bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Super. Donc, je vais lancer le diaporama et je vais répondre donc à votre question. La première chose, c'est de savoir d'où on vient. Donc, SCMS Europe, on est une petite équipe de 10 personnes réparties sur toute la France. On est tous issus du terrain, moi le premier, avec tous mes collaborateurs. Et l'objectif pour nous, ça a été de réfléchir tous les projets qu'on a menés sur la partie informatique, sur lesquels je vais évoquer ce matin, émanent tous du terrain. On a récolté plus de auprès de 200 collectivités. On a réussi à construire nos cahiers des charges avec auprès de 200 collectivités. Donc, le premier produit qui va permettre d'éviter, de limiter les risques en période Covid, puisque c'est votre question, c'est d'abord le Logisoft Planning avec qui est un logiciel de planning dédié à la planification de personnes et de personnel et de vos associations. Donc, c'est un lien, c'est un outil central entre les usagers et le gestionnaire d'installations sportives, mais pas forcément que d'installations sportives, ça peut être toutes les installations de la collectivité. Donc, je vais m'attarder particulièrement à vous expliquer 3 fonctionnalités très particulières du logiciel, c'est-à-dire ce sont des possibilités pour le gestionnaire d'ouvrir des portes vers l'extérieur, vers les usagers. Donc, la première fonctionnalité que le gestionnaire peut éventuellement ouvrir à l'utilisateur, c'est une demande de réservation à distance. Donc, cette demande de réservation à distance, elle permet au référent de l'association, qui est schématisé par notre ami Lagaffe, ici, qui va recevoir un lien Internet, un mot de passe pour rentrer en contact avec le gestionnaire. Il a tout simplement 2 à 3 étapes à remplir en remplissant sa demande de réservation avec les critères particuliers qu'il souhaite et les informations. Et à la suite de ça, il va recevoir un récapitulatif de sa demande qui sera ultérieurement traité le moment venu par le gestionnaire. Donc, ça permet d'une part au gestionnaire de pouvoir traiter les demandes en temps voulu, au temps souhaité. Le gestionnaire, lui, pourra, s'il le souhaite, valider la totalité des créneaux demandés,
en refuser une partie ou bien, à l'inverse, refuser la totalité, ce qui permettra ensuite de générer un courrier automatique de réservation ou de refus qui sera historisé dans la base de données, centralisé dans la collectivité. Voilà. Le gestionnaire recevra par conséquent son courrier d'attribution. Voilà pour la première fonctionnalité. La seconde fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui consiste à ouvrir une possibilité pour l'usager pour mettre à jour sa fiche de renseignement. Elle a un double intérêt. D'une part, pour l'usager, qui va rentrer dans le même process, c'est-à-dire qu'on lui ouvre la deuxième porte avec éventuellement une date butoir de réponse. Et quand il rentre dans cette porte, il va recevoir, comme on peut recevoir annuellement notre dossier d'imposition chacun. Donc, ce dossier va être pré-rempli avec les informations d'année N-1, ce qui permettra à votre usager de gagner un peu plus de temps, simplement de vérifier les informations renseignées et de ne pas avoir à les renseigner annuellement et de manière fréquente. Voilà. De la même manière, le gestionnaire, à son tour, recevra une alerte, il traitera cette alerte et à partir du moment où il validera les informations, il recevra le récapitulatif des informations qui ont été modifiées et automatiquement, ça mettra à jour toute la base de données centrale commune à tous les services de la collectivité qui n'utiliseront uniquement, qui sera à disposition. Donc voilà. Donc, et enfin, la troisième fonctionnalité sur la partie Logisoft Planning Web, c'est la possibilité ou pas d'ouvrir ponctuellement, à un moment donné, la consultation à nos usagers de leur planning. Et volontairement, pour éviter les conflits, nous rendons les plannings anonymes. Simplement, on a une visibilité sur les plages disponibles, ce qui peut permettre d'une autre manière de pouvoir faire des demandes de créneaux sur des créneaux plutôt disponibles. Donc, voici les fonctionnalités principales qui vont permettre de limiter un petit peu les déplacements et les interactions entre les usagers et le gestionnaire. Elles permettent aussi de centraliser tout un tas d'informations et de les partager en intra ou en extra. Je vais maintenant vous parler d'un autre produit que notre équipe de développement. Donc, il s'agit de 2 personnes. Hein, j'insiste, on a simplement 2 personnes au développement. Donc, le fruit de ces produits, qui sont des produits SMS Europe, sont développés en interne. Donc, chaque solution est réfléchie et chaque option est réfléchie parce qu'elle nécessite beaucoup de moyens pour une équipe de 10 personnes. Donc, Logisoft Sécurité, c'est un outil qui est complémentaire. C'est un outil dédié à la partie technique, au suivi technique de vos bâtiments et vos installations sportives. Ils permettent d'inventorier, de consigner, d'archiver, mais c'est aussi une façon de rentrer dans un process, dans des procédures et d'intégrer des procédures avec vos équipes. Donc, il est complètement renseigné. C'est plus de 2500 heures de renseignement avec la liste défauts potentiels de tous vos équipements, une veille réglementaire et des bibliothèques classées par famille. Donc cet outil est d'abord notre outil de travail pour tous nos experts en tant que bureau de contrôle lorsqu'on intervient sur les installations. C'est d'abord notre outil de travail et puis des centaines de collectivités en France l'utilisent aujourd'hui au sein de ces équipes. Donc il a un intérêt en période Covid, une fois de plus, en plus, pour vos agents, c'est d'une part que l'agent va pouvoir, lui, constater, enregistrer via son appareil nomade en direct et illustrer toutes les opérations de contrôle ou de maintenance qu'il pourrait réaliser. Je peux prendre comme exemple une désinfection de douche actuellement ou un nettoyage particulier d'un matériel qui peut être enregistré et consigné si le gestionnaire le souhaite. Par ailleurs, cette information pourra être transmise à la hiérarchie, puis ensuite traitée par la hiérarchie. Donc là, le deuxième intérêt de cet outil, c'est de centraliser les informations ou le traitement de ces informations, de les valoriser pour le gestionnaire, de prioriser les interventions, d'être alerté et aussi et surtout d'anticiper
l'avenir avec des investissements éventuels ou des mesures correctives à mettre en œuvre. Voilà. Donc, je suis vraiment resté concentré sur votre question et sur les capacités de nos outils pour pouvoir un petit peu organiser un suivi chez vous. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci Guillaume pour cette intervention. On va passer maintenant à la société Rezanat, représentée par Monsieur Guillaume Muset, qui est le directeur général de cette société. Pendant le confinement, de nombreux opérateurs ont cherché une solution pour se rendre utile. Votre société a profité de ce moment particulier pour se réinventer au service des collectivités. Quelles solutions avez-vous pu apporter et comment pensez-vous pouvoir continuer à les accompagner pour la suite? Bonjour à tous. En effet, par rapport à ce contexte particulier, j'ai eu l'opportunité de pouvoir apporter des solutions pratiques à des communes avec des moyens quand même relativement rapides et relativement faibles en termes de coûts. Il fallait une réponse rapide suite à des décisions que le gouvernement prenait. Et j'ai pu apporter des solutions que je vais vous présenter aujourd'hui par rapport à ma société qui, à l'origine, voilà, Rezanat, c'est plusieurs champs. Hein. C'est le premier, excusez-moi, on va essayer d'y aller, c'est une plateforme de réservation de cours de notation qui sont proposées par les ménageurs ou un petit peu comme, c'est pas un petit peu, c'est comme Blablacar. Le ménageur rentre ses disponibilités, ses conditions. L'élève trouve ses cours de natation et peut réserver directement en ligne. L'intérêt pour ces maîtres nageurs, excusez-moi, j'ai un petit peu trop vite pour ces maîtres nageurs, c'est que si jamais il y a une absence d'un élève, il reçoit son argent via la plateforme. Et l'intérêt également des gestionnaires de piscine, c'est qu'ils n'ont plus à gérer les renseignements qui en général sont proposés à la caisse. Donc tout se fait via la plateforme. Ensuite, par rapport au premier déconfinement, donc on a voulu proposer une plateforme simple qui est en relation avec les sociétés qui ont débattu un petit peu avant moi pour pouvoir avoir une traçabilité d'usagers et avoir une gestion au niveau des personnes qui rentraient dans les piscines. On a mis une aide et un support technique assez important justement, autant pour les gestionnaires, mais également pour les utilisateurs. Ça nous est arrivé d'avoir des demandes d'utilisateurs sur le bon fonctionnement. On a su y répondre. Notre équipe, même des fois, a appelé certaines personnes qui arrivaient à un certain âge, ont des problèmes avec le numérique. Et l'objectif de notre société, c'est de se développer vraiment et d'apporter des solutions pour tous. On a aussi évolué, on a entendu les besoins, parce que comme tout le monde, on a dû essayer d'être réactif et on s'est rendu compte que la pratique nous mettait en avant des choses qu'on pouvait faire évoluer, choses qu'on a essayé de faire. Donc voilà, nous, notre système de réservation par rapport au Covid, on dit ici un planning où les gens vont dessus et réservent avec la même traçabilité pour savoir qui fait quoi, quand, où, comment. Des comptes personnels aussi qui sont réservés depuis leur smartphone aussi, applicable. On a une fréquentation déterminée par créneau, on a une activation du créneau qui est possible, c'est-à-dire qu'en fonction des gestionnaires, on pouvait mettre en place, voilà, je veux un créneau public le samedi, par contre je ne voudrais pas que les personnes réservent avant le mercredi. Donc ça, nous l'avons mis en place, ça n'était pas à l'origine. On peut enregistrer plusieurs usagers avec un seul compte. On s'est rendu compte que une personne qui venait peut venir avec des enfants, avec des amis, amis d'enfants, et chacun ne peut pas avoir de compte spécialement. Et bien sûr, on a une possibilité de modification du créneau à tout moment pour adapter la FMI aux contraintes sanitaires qui sont décidées par le gouvernement. On a une communication facilitée aussi qui a été mise en place avec un envoi groupé des mails à tous les usagers. On a un tableau de bord qui est assez complet par rapport au gestionnaire qui permet de savoir qui est là, la date de naissance, le code postal pour savoir si la personne fait partie de la communauté. Ça a été une demande qui nous a été mise en place également. Vous voyez des petits bonhommes, là ce sont ce qu'on appelle les référents, c'est-à-dire qui a inscrit les personnes, qui nous permet de savoir qui est responsable des mineurs si jamais il y en a. Et après, vous avez les petits smileys pour savoir si les gens étaient présents, absents, et un système de blacklist qu'on avait mis en place par rapport à des demandes et qui nous a permis de pouvoir dire à des personnes qui réservaient mais qui ne venaient pas de bloquer leur réservation pendant X jours. Notre système, c'est également un système de réservation pour les activités avec ou sans paiement en ligne et connectable avec un logiciel de caisse.
Donc c'est Reza Piscine, donc ce qui nous démarque un petit peu. Les personnes s'inscrivent, on a une liste d'attente qui est possible. Ce qui fait que si on a un cours à 10 personnes, la 11e s'inscrit. Et si jamais une personne annule son cours, on se retrouve avec cette personne qui aurait la possibilité d'avoir ce cours. Donc elle reçoit un SMS, elle répond à ce SMS et elle récupère ce cours tout simplement de chez elle en réunion. Ce qui fait quand même c'est très très pratique et ça permet aux gestionnaires d'avoir une rentabilité la plus importante possible. Excusez-moi. On a un dernier système qui a été développé aussi par rapport à cette solution numérique qui permet de pouvoir gérer beaucoup de choses à distance. Donc c'est un système de gestion de piscine. Donc on est spécialisé dans les piscines. On va se retrouver pour mettre en place la gestion des utilisateurs, le public scolaire, les clubs, les centres de loisirs, la répartition des utilisateurs, un petit peu comme on l'a vu avec mes collègues, mais nous on l'a spécifié par numéro de couloir pour vraiment être plus précis, les tâches de personnel, la réservation d'activités et bien sûr le planning du personnel. Voilà notre système de répartition des utilisateurs. Donc le gestionnaire définit qui utilise quoi, quand ou comment, au même titre des demandes donc chaque utilisateur a un compte qui est créé par l'administrateur et il peut faire également des demandes en ligne, demandes qui sont vérifiées, à savoir que les demandes, si jamais elles sont déjà prises sur le planning, elles sont refusées. Au même titre, si cette demande est en cours, le planning est donc rempli sur une demande en cours, ce qui évite d'avoir des demandes qui se cumulent sur le même créneau. Après, également aussi des réponses automatiques avec un système de mail aux utilisateurs pour savoir si le créneau est accordé ou refusé. On a également une gestion des inventaires, ce qui nous permet de savoir au niveau du matériel est-ce que l'on a. Ça part du tableau d'affichage, ça va des imprimantes, de la caisse, des bureaux, ça peut être des chaises, des tables, etc. Et ce qui nous permet, à la fin de l'année, quand on a un petit peu d'argent, qu'est-ce qu'on doit renouveler comme matériel, qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité. On a la date d'amortissement, on a la date d'achat, l'état qui peut être fait régulièrement et modifié. Et ça nous permet de pouvoir visualiser et surtout se rendre compte que, tiens, ça fait quelques mois, on a dit on devait absolument changer tel ou tel produit, et puis là, je ne m'en souviens plus, je ne l'ai pas pris. Alors que là, avec cet outil numérique, ça nous permet d'avoir une traçabilité. Planning de mon personnel. Donc, on rentre le personnel affecté à la piscine, que ce soit du maître-nageur, du chef de bassin, du caissier, etc. Donc là, on a le planning cumulé, un planning bien sûr qui est adaptable par jour, c'est encore plus facile. Donc là, je ne peux pas appuyer dessus sur des slides, c'est figé. Cet affichage peut se faire par personne, par type de personne, c'est-à-dire par maître-nageur, donc tous les maîtres-nageurs, par caissier, etc. Et un accès est donné évidemment à chaque personnel pour que lui voit son planning en temps réel. Bien sûr, il ne verra que le planning qui le concerne. Pour aider justement à la gestion du personnel, on a mis en place un outil à la création du planning, ce qui nous permet d'éviter certains oublis, à savoir qu'on a le planning. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Oui. Voilà, on rentre dans l'outil de gestion, à savoir qu'on rentre le nombre de personnes que l'on a besoin par rapport au poste affecté et au créneau. Alors, je prends un exemple, j'ai des scolaires de 14h à 18h, j'ai besoin de 2 personnes, je le mets. Quand je mettrai mon planning, si jamais je n'ai qu'une personne ou des personnes qui demandent des congés et qui devient indisponible à ce moment-là, j'aurai une alerte. Également, on a une option qui est en développement par rapport à l'option de tout ce qui est vacataire. Je prends un exemple, j'ai un collègue, un maître-nageur par exemple, qui est affecté à la surveillance. Il veut poser une heure de 5h à 6h. Il pose 7 heures, on reçoit en direct un SMS par rapport à la direction de la piscine. Cette direction de piscine, lui, attend en fin de compte que le numérique fasse son effet, à savoir que tous les vacataires ont été avertis par SMS d'une vacation possible par rapport à l'heure de disponibilité du maître-nageur. Le vacataire lui répond en direct, oui, je prends ou non, je ne prends pas. S'il prend, les autres vacataires reçoivent un SMS comme quoi la vacation est prise. Le directeur reçoit exactement le même SMS et lui peut valider ou pas cette demande de congé qui peut se faire soit à la journée, soit à l'heure, soit
sur n'importe quelle demande. On a également une gestion des tâches qui nous permet d'être proposé la désinfection du casier, par exemple, ici sur le slide, et qui demande à chacun d'avoir un suivi. Ce suivi sera géré directement par la personne et on saura exactement qui a fait cette tâche, quand, et d'avoir une traçabilité, à savoir s'il y a plusieurs tâches qui sont créées et qu'on n'a pas le temps de les faire, au moins elles sont cumulables. Voilà. Je pense que j'arrive un petit peu au terme. Nous avons tous relations clients et support technique, les tarifs préférentiels, plateforme évolutive surtout, innovation compatible, smartphone et tablette. Alors, on a aussi une politique, nous, qui nous permet de démarquer, à savoir que je sais que c'est beaucoup dans l'air du temps. On va peut-être rester un petit peu en arrière-plan par rapport à ça, mais c'est notre choix. On évite la traçabilité des usagers, ce qui fait que quand les usagers réservent un créneau ou autre, cette plateforme, ces renseignements sont uniquement liés et pris par rapport à nos besoins, mais nous n'utilisons pas ces données à des fins de statistiques ou autres pour essayer de... on respecte ces vie privée. Voilà. Merci Guillaume. Encore merci à nos 3 partenaires qui se sont présentés aujourd'hui. Donc ce temps aura lieu à chaque webinaire pour pouvoir vous présenter l'ensemble de nos partenaires. Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Antoine Basseras pour la direction des sports, accompagné de Sébastien Borel. Je viens juste de vous rejoindre. Bonjour à tous. Oui, bonjour monsieur. Parfait. Bonjour à tous, Thibault Limier également présent pour la direction des sports. D'accord, bonjour messieurs. Donc on enchaîne sur les questions. Voilà, donc on va vous présenter quelques questions donc, qui remontent de nos adhérents Sporta et qu'on a pu aussi trouver sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, ce jour est paru le décret qui a été le décret de décembre qui va être modifié. Qu'en est-il des vestiaires collectifs? Sont-ils vraiment ouverts donc, au public prioritaire, vestiaires collectifs? Parce que ça a été source d'interprétation par les préfectures et puis par nos adhérents. Oui, alors tout à fait, comme vous l'aviez pu le voir dans le décret 2020-1310, les vestiaires collectifs étaient fermés, mais le centre interministériel de crise traité en doctrine via la foire aux questions transmise au préfet que pour les publics prioritaires et notamment les sportifs professionnels et de haut niveau, ces publics-là avaient accès à ces vestiaires. On a enfin réussi à obtenir l'arbitrage. Donc ce matin, il y a une évolution du décret avec le numéro 2020 1505 et qui prévoit du coup spécifiquement que pour notamment les scolaires et tout l'ensemble des publics prioritaires mentionnés au grand 2 de l'article 42 ont accès aux vestiaires collectifs. Dans le respect évidemment des protocoles, à l'exclusion de l'activité extrascolaire. D'accord, merci pour ces précisions. Le 15 décembre, donc les mineurs pourront reprendre leurs activités, ça a été précisé dans le cadre associatif. Mais cette reprise peut être également possible dans le cadre des activités proposées par les collectivités ou les DSP. Pour le prochain décret, il n'est pas envisagé de faire de distinction entre les activités proposées par le monde associatif et le mouvement sportif en général ou par les collectivités ou les DSP. C'est vraiment une approche par public et de ce point de vue-là, la doctrine ne changera visiblement pas. D'accord, merci beaucoup pour les précisions. Concernant toujours la pratique des mineurs non encadrés, à partir du 15 décembre, sera-t-elle possible dans le cadre, j'en dirais, libre, dans les patinoires ou les piscines en particulier, en fonction évidemment du règlement intérieur? Alors, pour répondre à cette question, là, l'objectif, c'est évidemment, dans le cadre de l'assouplissement des règles de déconfinement, c'est qu'au 15 décembre, les mineurs aient effectivement accès aux ERP de type X, aux ERP couverts, sachant qu'on assimile voilà, tout ce qui est
établissement où se pratique une activité physique dans un espace clos à un type X. Et à contrario, pour les PA, mais je pense qu'on y reviendra concernant les bassins extérieurs des piscines. Donc oui, le principe de l'accès des mineurs en pratique en ERPX est normalement acquis au 15 décembre et on attend la validation par le futur décret. D'accord, donc je parlais vraiment des activités en accès libre, hein, c'est-à-dire sans encadrement. Hein. Oui, tout à fait. Comme l'évoquait Sébastien, on est vraiment sur une entrée publique et pas activité. C'est-à-dire que dès lors que le public mineur a accès à ces établissements, il peut y avoir accès librement en autonomie ou de manière encadrée, sans distinction. Parfait, d'accord. Dans le cas cette fois des activités pour les mineurs, mais on va parler plus particulièrement des bébés nageurs. On sait bien que la présence des parents est requise. Est-ce que ces parents pourront justement accompagner leurs enfants, puisque ce seront des adultes? Alors, en toute honnêteté, la question s'était déjà posée lors du déconfinement et puis dans les phases de refermeture avant le confinement 2. On prend le point et on le portera devant le CIC pour avoir un élément de réponse. Mais je pense, et Sébastien me corrigera si je me trompe, que de manière pragmatique, on peut penser que l'adulte qui accompagne son bébé majeur dans ce cadre d'activité-là relève de la même cellule de confinement, donc ce serait autorisé, évidemment en respectant la distanciation physique et les protocoles des gestionnaires de piscine pour chaque parent-enfant dans le bassin. D'accord. Merci. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Dans le cas de parents-enfants. Excusez-moi. Le parent est... Ah ouais. Donc ça, c'est une position qui est pas trop difficile à défendre pour nous, dans la mesure où c'est la même cellule familiale. Et puis, il n'est pas question d'exclure une certaine catégorie de mineurs pratiquants. On ne va pas exclure de la pratique les bébés nageurs. L'idée, c'est quand même que lorsque la pratique ne peut pas se faire sans les parents, que cette activité sportive puisse se faire à partir du moment où elle est ouverte aux mineurs. Si la présence des parents est indispensable, ils les accompagneront. D'accord. Donc concrètement, plus généralement, les accompagnateurs majeurs responsables, donc en fonction des règlements intérieurs, pourraient accompagner dans l'équipement donc les mineurs, même s'ils ont moins de 10 ans, etc. Si c'est totalement indispensable à la pratique, oui. D'accord, ok. Merci pour la réponse très claire. La même cellule familiale, il n'y a pas de... Ouais, je pense que le point qu'évoque Sébastien, c'est vraiment ça qu'il faut poser, c'est le caractère indispensable de sa présence. Sinon, on peut légitimement estimer que c'est pas raisonnable quand il va y avoir des entraînements de clubs mineurs dans des ERP typiques, type entraînement de handball, que les gradins soient occupés par l'ensemble des parents. D'accord, bien sûr. Très bien. Ensuite, peut-être une autre question concernant la pratique. Alors, en fait, on nous a posé la question sur notre réseau Asporta, concernant certaines pratiques, comme par exemple la gymnastique. La gymnastique scolaire n'a jamais arrêté, alors que la gymnastique, par exemple, dans la salle, a dû s'arrêter dans le cadre des mineurs. Pourquoi cette distinction, en fait, entre l'activité scolaire et l'activité, après, je veux dire, extrascolaire? Ouais, le raisonnement qui est tenu par la CIC et par le CCS, c'est vraiment d'avoir une unité du groupe classe, en fait, des groupes d'enfants. Et donc, effectivement, lorsqu'on réouvre les activités à l'extérieur, il y a un autre brassage qui est réalisé. Et c'est ce brassage qu'il faut bien mesurer avec un assouplissement du confinement. Voilà, c'est ça le raisonnement de fond. C'est pas que l'activité soit foncièrement différente. On est d'accord, elle peut être même la même. C'est la question du groupe de personnes qui participent à la même activité. À partir du moment où on fait de multiples groupes, il y a des risques de propagation du virus. D'accord. Après, on continue Sébastien. Voilà, aujourd'hui, on est sur une libéralisation un peu des mesures
et qu'au 15 décembre, les mineurs pourront réintégrer les ERP type X et du coup, notamment les espaces pour procéder à de la gymnastique, pratiquer de la gymnastique. Et dans ce cadre-là, le ministère des Sports s'est inspiré du protocole de l'éducation nationale et pour la reprise de l'éducation physique et sportive et du protocole des ACM, qui est publié sur le site internet du ministère chargé des Sports auquel vous avez accès et qui pose le protocole sanitaire dit renforcé par rapport aux nouvelles recommandations de l'avis du Haut Conseil à la santé publique du 20 octobre et qui exclut toute forme de pratique à contact, avec le respect d'une distanciation physique stricte de 2 mètres. Parce que, en effet, le décret prévoit une distanciation physique de 2 mètres lors de la pratique sportive, sauf lorsque par la nature de l'activité, cela n'est pas possible. Ça, c'était pour permettre la poursuite des entraînements normaux et de l'activité classique des publics prioritaires et notamment des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. D'accord. Donc, il y a la règle et puis ensuite, il y a le protocole et ses recommandations qui doivent s'appliquer dans le cadre de la pratique extrascolaire, loisirs, voilà, hors ces publics prioritaires. D'accord. On a une question donc, sur le chat de Eve. Eve, est-ce que tu veux poser ta question, s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais savoir si avant le 15 décembre, il était possible d'ouvrir un skatepark pour des mineurs non encadrés, alors que le décret précise bien activité mineure encadrée. On parle d'un skatepark ouvert en plein air? Oui, tout à fait, un type PA. Dans le décret, c'est marqué pour les activités PA, ouvert exclusivement aux activités encadrées pour les mineurs. Et donc là, sur le skatepark, moi, j'ai pas d'encadrant et ça serait donc laisser des mineurs libres. Et je voulais savoir si c'était possible ou pas. Okay. C'est juste un équipement qui, pour l'instant, est fermé ou il y a un contrôle d'accès de l'équipement? Là, il est actuellement fermé et si je l'ouvre, je n'ai pas de personnel sur place pour contrôler l'accès mineurs, adultes, etc. Donc, je ne sais pas si je peux l'ouvrir et laisser accès aux mineurs alors qu'on n'est pas sur une activité encadrée. À partir du moment où le skatepark il est dans un rayon de 20 km du domicile du mineur en question, et voilà, on est dans la règle des 3 heures 20 km parce que cette règle-là, elle n'est pas réservée aux majeurs, elle est applicable aux majeurs comme aux mineurs. Donc, dans le cas qu'on décrit, là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Ok, merci beaucoup. Mais ce serait vrai d'ailleurs pour n'importe quel ERP de type PA, qu'on est en train de dire là, en libre accès. Oui, donc une piste d'athlée pour des mineurs en libre accès, c'est même principe. Ouais, voilà. Enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite. On peut pas, enfin, on pourrait faire une liste à la Prévert de tout ce qui existe comme ERP de type P1, mais d'une manière générale, dès l'instant que ça rentre dans les 3 heures et 20 km, il n'y a pas de difficulté particulière. La seule difficulté qui pourrait peut-être survenir, ce serait des regroupements qui seraient incontrôlés et incontrôlables dans ces ERP, sans respect des distanciations, ou avec des groupes à proximité sur la voie publique qui seraient supérieurs à 6. Voilà, ça peut poser une difficulté, oui. D'accord. On a une autre question. Merci, Eve. Merci, messieurs. J'ai une autre question concernant donc, la reprise pour les fédérations de foot et de rugby. D'accord. Donc, on prévoit l'entraînement des majeurs, mais sans plus d'informations. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer là aujourd'hui? Alors, la question pour les adultes, c'est à peu près la même que pour les mineurs, c'est-à-dire un respect strict de la distanciation physique. On voit que le décret exclut les activités de sport collectif et de sport de combat. Néanmoins,
Les entraînements qui ne donnent pas lieu à la pratique de ces sports, à la pratique effective, enfin normale de ces sports, sont évidemment autorisés dans le respect des protocoles. Donc, il n'y a pas de difficulté pour que des majeurs fassent des entraînements au foot et se passer le ballon dès lors qu'ils sont à distance. Très bien. Nicolas, une question. Vas-y Nicolas, je t'écoute. Au micro, Nicolas. C'est bon. Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, donc une question qui est revenue beaucoup sur les réseaux, particulièrement sur le réseau des piscines, c'est le taux d'encadrement. Pour l'instant, sur le décret, il est précisé qu'on ne pouvait dépasser donc 6 dans les activités des mineurs encadrés avec l'encadrant. Mais dans la rédaction du décret, il y a une lecture différente entre les collègues, à savoir, est-ce qu'on parle bien des PA et des X compris? C'est-à-dire que pour l'instant, à la lecture de certains, on pourrait donc du coup encadrer avec 6 mineurs à l'extérieur, parce que sur la définition du décret, il est marqué d'espace public. Est-ce que l'espace public englobe les deux ERP, X et PA? Non, alors là, pour répondre à votre question, et puis Sébastien complétera, la règle d'interdiction de rassemblement à plus de 6 personnes dans l'espace public s'applique aux majeurs et aux mineurs dans une pratique individuelle. Nous avons obtenu aujourd'hui du CIC une réponse concernant la pratique mineure encadrée sur l'espace public qui n'est pas limitée aux 20 km et aux 3 heures et qui n'est pas non plus limitée en termes de nombre de personnes rassemblées. Mais par contre, voilà, cette jauge de 6 s'applique effectivement aux adultes dans le cadre de leur sortie dans l'espace public. Concernant les ERP type X et type PA, cette règle ne s'applique pas. C'est au protocole de définir la jauge qui se fait finalement naturellement de par l'obligation de respecter une distanciation de 2 mètres entre chaque personne, entre chaque pratiquant au sein de l'ERP. Donc concrètement, dans les piscines, par exemple, des cours d'association mineurs encadrés ou les cours de natation mineurs encadrés, on peut se référer à nos FMI maximum et à nos espaces délimités qu'on a mis en place pendant le premier confinement, par exemple, 1 pour 4 mètres carrés ou ce genre de choses. Voilà, c'est exactement ça. C'est une disposition qui permet de respecter la distanciation sociale en ayant bien à l'esprit que la limite des groupes de 6 n'existe pas dans les ERP. Et dans aucun ERP, hein, pas plus dans les ERP sportifs que dans les autres. D'accord, merci. Oui, c'est vraiment sur la voie publique. Et l'espace public, pardon, de manière générale. Ouais, voie publique, espace public. Merci monsieur. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas. Oui, alors je vais intervenir. Donc il est midi précise. Je vois que les dernières questions sur le chat, on a eu des réponses. S'il y a encore 1 ou 2 questions, pour profiter et puis je les remercie encore de la présence des représentants du ministère qui ont pu se raccrocher rapidement et avec efficacité, comme toujours, à nos webinaires. Donc Sébastien Bornel et Pierre-Antoine Basserand. Donc merci à vous. Donc dernière question sur le chat, si vous en avez. Jean-Luc ou Patrick? Moi, j'ai rien de particulier dans l'immédiat. Voilà. Les autres personnes, Carla, du côté de la Guyane, des questions? Même l'outre-mer est représenté. Carla, si tu as une question, tu ouvres ton micro. Oui, Carla. Oui, merci Alain. Non, je n'ai pas de questions particulières. En tout cas, je suis ravie une fois de plus d'assister à ce webinaire très riche en informations. Les choses ont été plutôt claires, hein. Moi, je m'étais juste posé une question sur les centres de formation au JO.
C'était le point que j'attendais lors de ce webinaire également, puisque à titre d'information, la Guyane, notamment la ville de Remiremont-Joly, a été sélectionnée, la demande a été validée, donc le stade municipal Dr Edmar Lama a bien été éligible comme centre de formation aux Jeux de 2024. Donc, voilà. J'ai bien noté, la prochaine journée en présentiel, on la fera en Guyane. Merci Carla de ton invitation. Hein. Super, merci. Voilà. Ok. On espère très vite reprendre le chemin des terrains sportifs. Donc, je remercie. Alors, s'il y a des questions ou des demandes de précision ou des reformulations, hein, parce que par rapport à ce que viennent de dire les représentants du ministère, allons-y, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des éléments clairs et précis pour éviter d'avoir des flottements sur le terrain. Là, il semblerait que d'après les éléments, on a suffisamment d'éléments précis, en sachant que, bien entendu, il y a un travail qui va être en cours jusqu'à la deuxième phase, donc du 15 décembre, où là, bien entendu, on aura certainement des nouveaux protocoles mis en place. Et on a encore quelques jours pour y travailler, mais le temps passe tellement vite qu'effectivement, autant se poser les questions avant pour être sûr d'avoir les bonnes réponses le jour où la phase 2 sera enclenchée. Voilà, donc moi, je vous remercie tous et toutes de votre disponibilité. Je vous donne, donc si Arnaud peut nous donner le timing suivant. Donc, merci à toute l'équipe d'Asporta. Je vous rappelle qu'on organise des webinaires donc, tous les premiers jeudis du mois. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 7 janvier, donc avec déjà une programmation qui est mise en place. Donc la programmation que vous allez voir à l'écran, normalement, donc avec une intervention de M. Omeyer, voilà. Donc le 7 janvier. Voilà. De toute façon, le programme vous sera diffusé. Bien entendu, le replay aussi à toutes les personnes qui seront présentes. Merci donc à vous tous. Hein, si vous voulez vous connecter, un formulaire sera mis en ligne et ensuite la possibilité d'avoir accès donc, au replay qui vous sera transmis, bien entendu, dans les prochains jours, donc d'ici ce week-end certainement. Voilà, merci à vous tous et bonne continuation. Merci Arnaud.